Eh bien, Jean-Pierre Fonmarty, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes à Canal Pourpre. L'hiver est bien arrivé, il fait assez frais. Donc on se connaît un petit peu dans la vie associative bergeracoise. Donc il se trouve que dans la vie tu étais instituteur. Absolument. Voilà, professeur des écoles, instituteur, ouais, je sais pas. Je préfère instituteur. Instituteur. Bon, Voilà. tu es très engagé dans la vie associative bergeracoise. Tu fais partie de l'ALEP, l'association laïque d'éducation populaire. Ouais. Tu également, je crois que tu es engagé. Enfin, tu fais partie d'une chorale. Je fais même partie de deux chorales. De deux chorales, voilà. Donc, tu as une retraite bien occupée. Oui, comme beaucoup de retraités, je crois. D'accord. Pas tous, mais bon. Voilà. Ce que je connais. Voilà. Et au-delà de ça, tu fais aussi, tu as commis un ouvrage. Donc, c'est ton premier livre, son premier ouvrage. Oui. Et on peut dire que c'est un polar. Voilà, qui s'appelle donc Fausse note dans la chorale. Donc on a reçu ce livre à Canal Pourpre et nous l'avons lu avec attention. Et donc avant qu'on rentre un petit peu dans les intentions qui t'ont mené à écrire un livre, d'abord j'espère que je ne vais pas prononcer des mots qui vont me valoir d'être attaqué. Donc c'est assez étrange dans cet ouvrage, qui pourra aussi intéresser des bergeracois, c'est que le lieu est clairement localisé, on est dans la région bergeracoise. Il y a deux villes qu'on retrouve, Bergerac et Mouledier, et toutes les autres sont inventées. Je crois qu'il y a Pécharmant, ça devient Puy-Charmant. Pourquoi avoir inventé des noms pour les autres lieux et avoir laissé Bergerac et Mouledier, par exemple? Oui, bien, c'est parce que, bon, étant donné que ce livre est inspiré quand même d'observations que j'ai pu faire dans les chorales, bon, je souhaitais qu'on ne puisse pas exactement définir lesquelles. Bon, que les gens ne puissent pas dire « Ah ben tiens, ça s'est passé à tel moment dans telle chorale. » D'accord. Je me rappelle quand, avec lui, tout ça, quand on avait parlé, bon, c'est uniquement dans cet esprit-là. D'accord. Bon. On reconnaît quand même, il y a des... On reconnaît, je pense que, bon... Est-ce que le Christian qui fait du vélo, c'est un ancien boucher de Bergerac qui apparaît dans ton livre? Le narrateur parle d'un certain Christian qui fait du vélo. C'est possible. C'est possible. Donc on reconnaît quand même. on reconnaît quand même quelque chose. Bien. Donc on va évidemment ne pas dévoiler la fin, l'épilogue, mais on peut quand même parler du narrateur. Donc c'est le narrateur à la première personne, c'est Paulin Caron, donc qui se retrouve au centre d'une sombre histoire de meurtre qui concerne des chorales, une chorale inventée, fictionnelle à partir de ton expérience. Alors revenons, on va en revenir un petit peu à ses intentions. D'abord, pourquoi avoir voulu écrire un livre? Et deuxième question, pourquoi un polar, sous forme d'un polar? Oui, alors en fait, je n'étais pas du tout parti pour écrire un livre et encore moins un polar. Il se trouve que pendant les répétitions d'une chorale, il y a quelques temps morts. Et donc, comme je suis au dernier rang, avec les basses, on est toujours placé au dernier rang, j'ai tendance à laisser mon esprit un peu vagabonder, écouter les discussions entre les spécialistes du solfège qui se chipotent un peu sur tel terme de solfège. Et je m'étais dit, je vais écrire une petite satire que je lirai à mes amis choristes lorsqu'on fera le repas de fin d'année, par exemple. Donc j'ai commencé dans cet esprit-là, et puis au fil des lignes, eh bien, je sais pas, les idées me sont venues, et je suis parti effectivement sur un ouvrage beaucoup plus important avec cette histoire de meurtre, mais ces meurtres ont un rapport quand même avec les discussions que j'ai pu entendre au sein de la chorale. D'accord. Voilà, sur des points de solfège. Bah d'ailleurs, le livre est parsemé de petites incises pédagogiques. On apprend dès la 3e page, d'ailleurs, d'où provient le nom des notes de musique. Voilà, je pense que ça peut être intéressant. Voilà, c'est intéressant, effectivement. Donc, je laisserai les lecteurs découvrir d'où proviennent le nom donné aux notes de musique. Et puis, même dans la structure de l'ouvrage, la plupart des chapitres sont en 4 mouvements, sauf quelques-uns. Est-ce que c'est volontaire? Non, pas du tout. D'accord. Ça s'est trouvé comme ça. D'accord. Donc j'ai trouvé plus intéressant de titrer mes chapitres avec des termes musicaux. On retrouve. J'ai essayé d'harmoniser la cadence du chapitre, de l'action,
avec l'indication musicale. Par exemple, 4e mouvement, Burlando con spirito, enjoué avec esprit, voilà. Ça correspondait au... J'ai essayé, d'accord. Voilà, à peu près l'esprit du chapitre. D'accord, c'est les choses qu'on nous retrouve. Alors après, on ne peut pas s'empêcher de penser à une sorte d'autofiction, enfin, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais ce Paulin Caron, on a l'impression que c'est un peu le double de Jean-Pierre Font-Marty. Bien sûr, bien sûr. J'en ai profité pour... rappeler quelques épisodes de ma carrière ou de ma vie, privée ou professionnelle. Voilà. Donc Jocelyne, on imagine que c'est le double aussi de Madame Font-Marty. Bien sûr. D'accord. Bien, donc on retrouve ce personnage qui avance progressivement dans cette enquête. Et puis, j'ai dit tout à l'heure que c'était parsemé de références à la musique ou à des mouvements, à des noms qu'on donne aux mouvements. Mais aussi, on retrouve quand même l'instituteur dans ce livre, puisque on a des passages où il y a des explications sur les vendanges, l'Occitanie. J'ai noté donc le thé par exemple, l'égyptologie, donc il y a quand même ces marques là, on sent que l'instituteur est présent dans l'ouvrage. C'est difficile je crois de s'en défaire de cet esprit pédagogue. On a toujours tendance à expliquer. Ouais. D'accord, donc ça a été difficile d'écrire ou comment Non, enfin franchement je voudrais pas paraître pédant ni quoi que ce soit, mais les idées me sont venues au fur et à mesure. Je n'avais même pas donc au départ établi de plan, puisque j'étais pas du tout parti pour écrire un livre comme ça. Non, mais ce sont des souvenirs que j'ai améliorés, que j'ai un petit peu arrangés, ou voilà. Et comment quand est-ce que tu écrivais? Est-ce qu'il te fallait le matin tu te lèves? Est-ce qu'il y avait des moments ou est-ce que c'était n'importe quand? Oui, ça a été mon principal problème. Justement, tu évoquais tout à l'heure les activités auxquelles je participe, les associations. Mon principal problème, ça a été de trouver le temps d'écrire. D'accord. Alors effectivement, c'était souvent le matin tôt ou en fin de journée, puisque le reste du temps était occupé soit par les associations, soit par des problèmes personnels, etc. Voilà. Mais ça a été... J'ai mis du temps. D'accord. Il t'a fallu combien de temps pour écrire je dirais... Pas une année, non, à peu près une dizaine de mois. D'accord. Mais le plus long, ça a été pour la frappe après, parce que moi, je n'arrive pas à écrire directement sur l'ordinateur. Ah, c'est-à-dire que c'est manuscrit et après... C'est manuscrit au crayon à papier. D'accord. Donc je gomme, je rectifie, enfin je reviens en arrière, ce qui fait que c'est pas très clair, même pour moi. Et lorsqu'il a fallu passer ensuite à l'épisode frappe, c'est là que ça m'a pris le plus de temps. Et est-ce que le passage du manuscrit à l'épisode frappe, l'épisode frappe, donc tu te relis, est-ce qu'il y a des choses, est-ce que ce passage technique aurait modifié ton écriture? Très peu, très peu. Bon, j'ai modifié peut-être certains termes, certaines tournures de phrases, mais très peu. C'est surtout à l'écrit, sur le papier, que je travaille beaucoup, quoi. D'accord. Je gomme 3-4 fois s'il faut, enfin voilà. Donc après, et c'est toi qui as frappé ou c'est quelqu'un qui... C'est moi aussi qui l'ai fait, oui. D'accord. Ah, oui. Donc un gros boulot. Ah, oui. Oui. Alors parmi les thèmes, on pourrait dire des leçons de choses qui sont disséminées, sont les vendanges. Il y a aussi tout un passage sur les menus. C'est assez hallucinant d'ailleurs ce passage. J'allais dire mais c'est Paulin Caron qui raconte les menus. Et parfois on sait même, tiens, ça c'est bio, ça c'est sûrement pas bio. Ouais. Donc on a des détails assez quotidiens en fait dans ce polar qui casse un peu le rythme, mais donc qui donne des respirations de quotidien. Oui, bon, là aussi je me suis inspiré de choses vécues, puisque mon épouse est une excellente cuisinière, donc... Tu as bien de la chance. Donc ça n'a pas été trop difficile d'insérer effectivement dans des pages des menus de repas qu'elle a créés, qu'elle a fait, quoi. Voilà. D'accord. Et idem pour la décoration, on imagine que tu fais des aquarelles. Voilà. Aussi, donc on se retrouve un petit peu entre guillemets chez vous, même si c'est fictionnel. Oui. Parmi les éléments sur lesquels tu as insisté, en dehors de cette histoire de meurtre, de victimes, est-ce qu'on peut dire le nombre de victimes sans trop dévoiler? Oui, on peut. Donc, il y aura 2 victimes. Oui. On va pas dire, évidemment, on va pas dévoiler qui est responsable de ces meurtres et surtout la raison, vous verrez bien. Mais tu as insisté sur Montlédier et la Seconde Guerre mondiale. Et alors c'est le seul moment où tu changes pas, à part Bergerac, le nom de la ville. Oui. Est-ce que ce sont des éléments qui, toi, te touchent particulièrement, ces éléments d'histoire? J'ai hésité d'ailleurs, j'avoue que là j'ai hésité aussi à changer, mais chaque fois que j'ai l'occasion d'aller à Montlédier, parce que j'habite pas loin, si j'ai un moment, je
je relis les panneaux qui sont un peu disséminés un peu partout. Et c'est vrai que c'est assez... Bon, en plus, ma famille, mon père est originaire de Mouledier. Il n'a pas subi, si je puis dire, ces événements, mais enfin, c'est assez, je trouve émouvant, c'est assez extraordinaire de voir ce qui s'est passé dans ce village-là. Donc c'est vrai que là, j'ai gardé le nom de Mouledier parce que j'estime que les lecteurs qui pourraient prendre mon livre en main, qui ne seraient pas de la région, j'estime qu'il est normal, qu'il est intéressant qu'ils sachent ce qui s'est passé à Mouledier. D'accord. Oui, ça aurait été un peu inconvenant de mettre un nom inventé pour raconter des événements, enfin, si c'était inscrit dans cette réalité-là. Autre élément sur lequel on peut revenir, le narrateur se dit athée convaincu. Le narrateur parle aussi de la crémation. Il dit qu'il est pour cette procédure, cette forme de sépulture. Là encore, on perçoit sans doute des éléments de Jean-Pierre Fromarty. Absolument. Donc athée convaincu, crématiste. J'ai rien à retirer. D'accord. Donc tu fais partie de l'association crématiste de Bergerac? Oui, enfin j'en faisais partie au départ. J'étais un des premiers adhérents. Et puis maintenant que ça tourne, si je puis dire, dans sa vitesse de croisière, j'ai adhéré à d'autres associations qui avaient besoin aussi d'adhérents. Voilà. Donc pour toi, c'était important, en plus de cette histoire, cette intrigue, de mettre des valeurs ou des choses sur lesquelles tu tenais. Pour moi, effectivement, je trouve que c'était intéressant, essentiel de faire passer mon petit message. D'accord. À ce niveau-là. Alors, Paulin Caron, est-ce que c'est un anagramme de quelque chose, non? Non. Je ne sais pas où je l'ai trouvé. Bon, j'ai cherché pour rien alors. D'accord. Ça serait extraordinaire si tu trouvais. Mais... Bon, peut-être qu'on pourrait trouver un anagramme. Il y a forcément des anagrammes pour. Oui, c'est possible, mais c'est pas voulu. D'accord. Autre question qu'on pose régulièrement aux écrivains qui viennent, c'est l'inspiration, les sources. Est-ce que tu as déjà lu et quels sont tes auteurs de façon générale ou même de polar que tu as lu, que tu connais, qui ont pu t'inspirer dans ces écrits? Oui, c'est vrai que j'aime les polars, les bons polars. Je lis pas que ça, mais enfin j'aime bien. Et notamment Henning Mankell, qui est cet auteur suédois, qui me plaît beaucoup parce que, enfin maintenant il a terminé, je crois, sa série, mais ça me plaisait beaucoup parce que son personnage principal, Kurt Wallander, on vivait aussi sa vie quotidienne. Il n'y avait pas uniquement l'intrigue. Il y avait aussi la vie quotidienne dans ce village, dans la Suède. Il parle de la Suède, de l'évolution de ce pays. Et je trouve que c'est intéressant d'avoir comme ceci même des polars, surtout des polars, qui sortent un petit peu de l'intrigue même du crime, etc., pour donner un petit peu un aspect... L'ancrer dans le quotidien et l'environnement. D'accord. Toute proportion gardée, bien sûr. Oui. Je n'ai pas cherché à imiter... Henning Mankell, mais enfin, je suis assez adepte de ce style-là. D'accord. Et à part les polars, est-ce qu'il y a des styles littéraires qui te parlent plus que d'autres, ou des écrivains? Oui, je lis un peu de tout. D'accord. J'aime bien les livres d'histoire, pas forcément les romans historiques. D'accord. Je viens de relire en ce moment 1492 de... comment il s'appelle, qui date d'une dizaine d'années déjà, enfin même 20 ans, puisqu'il a dû l'écrire en 1492, oui. Bon, alors j'ai un trou. C'est pas grave. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais avec toute une vision de l'époque. D'accord. Attali, Jacques Attali. Jacques Attali. Voilà, ça y est, Jacques Attali qui l'a écrit. Ouais. C'est un style très agréable, mais c'est, je veux dire... Il n'est pas historien, Jacques Attali, attention. Non, mais enfin, là, a priori... on ne sait pas trop ce qu'il est, d'ailleurs. Mais là, a priori, il est allé chercher dans des... D'accord. Je trouve, moi, qu'il y a des documents d'époque, il y a des... Voilà, enfin, bref. Donc une ouverture à différents genres littéraires. Est-ce que quand tu as eu ce projet, autour de toi, ta famille, tes enfants, est-ce que tu as eu des encouragements ou pas, ou au contraire Je n'en ai pas eu parce que je ne l'ai pas dit. Ah, c'est du cachet. Oui. Je suis, comme je te dis... Par modestie, Non, mais je ne savais pas où j'allais aboutir. Je ne savais même pas si j'aboutirais, puisque c'était pas... D'accord. Au départ, c'était pas mon but d'écrire un livre. D'accord. Donc, petit à petit, bon, les pages se sont
entassé, si je puis dire, mais je ne savais pas si j'aboutirais à quelque chose. Donc, pratiquement jusqu'à la conclusion, jusqu'à l'épilogue, je l'avais gardé pour moi. Enfin, mon épouse, bien sûr, ça a été au courant, puisqu'elle voyait bien que je noircissais des pages et des pages. Mais sinon, ce n'est qu'après que j'en ai parlé à mes enfants et mes amis, ma famille proche. Quoi. Une fois que c'était terminé. Voilà. Et donc, ça veut dire que tu n'as pas eu de relecteur? Si. Ah. Si, parce que j'ai eu des relecteurs, mais j'ai cherché des gens qui ne me connaissaient pas. Pour quelle raison? Ben justement, pour qu'ils soient très objectifs. D'accord. Voilà, qu'ils n'hésitent pas à me dire ce qui, d'après eux, leur semblait. D'ailleurs, je les remercie dans la page, en donnant leur prénom. Ce sont des profs de lycée ou de collège, et qui ont été très aimables, très sympas. Et qui vraiment, même, je veux dire, sont allés dans les détails. Hein. Avec les prénoms, on reconnaît. Peut-être aussi. Mais enfin, j'ai pas voulu cacher quand même là les prénoms. Ça aurait été... Non, mais et heureusement, j'ai eu des relecteurs parce que il y avait des coquilles, des formules, surtout des tournures qui n'étaient pas très correctes, des fautes d'orthographe encore que j'avais oubliées. D'accord. Alors je crois que, enfin, pour moi, c'est important hein, parce que je ne pense pas être capable d'écrire comme ça sans laisser quelques erreurs ou quelques... D'accord. Bien, donc, écoute, voilà, donc on va dire un polar bergeracois, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, en tout cas un polar qui se passe dans un contexte bergeracois, même si certains noms ont été changés, dans un contexte associatif d'une chorale, et puis il y a des personnages qui sont quand même assez étonnants, cette inspectrice avec ses couettes, je ne sais pas si c'est quelque chose un fantasme ou je ne sais pas. Non, il fallait bien trouver une description, donc un personnage. Bien, donc le livre vient de sortir chez Edilivre, et tu vas faire une séance de dédicace quel jour et à quel endroit? Oui, une séance de dédicace. Il sera à la librairie Montaigne, mon livre, à partir de début décembre. D'accord. Et donc, je suis invité par la librairie à venir le samedi matin 14 décembre pour une séance de dédicace. Voilà. À partir de 10h, j'imagine, quelque chose comme 9h30, ça. 9h30, je crois. 9h30. Ouais. Donc, le 14 décembre, à la librairie Montaigne, tu seras présent donc, pour la signature de ce livre, Fausse note dans la chorale, qui appellera peut-être une suite, ou une suite, remarque pourquoi pas, ou peut-être un autre ouvrage. Donc, c'est le samedi 14 décembre, à la librairie Montaigne, à 9h30. Voilà de quoi faire aussi des cadeaux de Noël, c'est l'époque. Par exemple. Voilà. Bien, Jean-Pierre, merci. C'est pas voulu, hein, mais ça tombe comme ça. Merci beaucoup. Merci et à bientôt à Canal Pourpre. Merci, au revoir. Au revoir.